Hello, Diana. Bienvenue au DW Show. Aujourd'hui, j'ai encore une fois le plaisir et l'honneur, bien entendu, d'accueillir Mvende Lucie. Comment ça va aujourd'hui, Mvende? Un peu fatiguée, mais... Ça a été une bonne journée? Oui. Là, quand on doit s'occuper de nos affaires familiales, on trouve toujours la ready, force. c'est ça. De quoi on va parler aujourd'hui, Mvende? Donc, aujourd'hui, on va faire une petite suite sur les figures emblématiques. Je tiens tout d'abord à remercier les dignes fils et filles Boulou qui partagent la volonté de transmettre des témoignages aux descendants, particulièrement à nos enfants nés et grandis dans la diaspora. Merci beaucoup pour vos commentaires, hein. Merci beaucoup pour vos retours. Oui. On les voit tous. Merci. Oui. Merci pour vos commentaires constructifs qui étoffent nos connaissances. On va faire un léger retour dans le passé là. On n'est pas en train de faire l'histoire du Cameroun, juste des petits pas pour pouvoir poser le décor et mieux comprendre ce qu'on dira par la suite. Exactement. Poser le contexte, vraiment qu'on comprenne, qu'on a un petit peu de recul. Ouais. Bon là, comme c'est un peu d'histoire en quelques dates, je vais lire un peu ce que j'ai marqué parce que je ne peux pas tout retenir de tête. Ici, nous sommes en 1471. 1471. Bon, les jeunes de la diaspora, je crois que c'est une histoire que eux n'ont pas appris à l'école. Mais nous autres qui sommes venus de là-bas, ce sont des dates qui nous disent, qui nous parlent, parce que nous, on a appris ces dates-là à l'école. 1471, l'explorateur portugais Fernando Po arrive à l'estuaire du Vouri, qu'il baptise Rio dos Camaroes. Rio dos Camaroes. Ouais, donc en français, rivière aux crevettes. Au vu de l'abondance de ces décapodes sur les lieux. Donc, pour la petite histoire, le nom Cameroun est dérivé de cette appellation. Les Portugais y établissent un fort et exploitent les lieux de 1472 à 1578, soit à peu près pendant un siècle. Alors pendant un siècle, les Portugais arrivent sur l'estuaire du Vouri. Ils trouvent des tonnes et des tonnes de crevettes. Ils appellent le lieu rivière aux crevettes. D'accord. Et le nom a dérivé, c'est devenu Cameroun. D'accord. Bon, ça c'est déjà toute une autre histoire. Ouais. 4 siècles plus tard, nous sommes en 1868. Les Allemands arrivent à Douala, en provenance de Hambourg, où ils établissent un fort qui est à la fois un entrepôt, un comptoir commercial et postal et une garnison militaire. Le lieu est alors appelé Camerounstad. Bon, c'est écrit en allemand, j'ai pas l'accent allemand. Camerounstad. Ouais. À noter, les missionnaires catholiques allemands qui se sont joints à eux faisaient l'école en allemand le matin et l'école en Douala l'après-midi. 2 ans plus tard, en 1870, les missionnaires presbytériens américains arrivent à Kribi, en provenance du Gabon. Premier contact des peuples de la zone forestière du Sud Cameroun avec l'homme blanc. Et là, ce fut une rencontre pacifique parce que eux, ils ont respecté les us et coutumes locales. À noter, les missionnaires américains faisaient l'école en anglais le matin, l'école en boulou l'après-midi. Ces missionnaires y joueront également plus tard le rôle de médiateurs de paix dans les guerres qui opposeront Boulou et Allemands à Kribi et Ebolova au début du siècle dernier.
marche. Donc, on avance encore un peu, on saute, hein, parce qu'on ne fait pas là l'histoire du Cameroun. On pose juste les moments importants, les dates. Qui vont faire qu'on comprenne ce qu'on veut raconter après. Ça marche. 1875, les Allemands arrivent donc dans la zone forestière du sud Cameroun et ils sont aussi arrivés du côté de Kribi. Kribi qui est donc à la côte sud-ouest. Oui. En 1884, le consul allemand Gustav Nachtigal, je crois me souvenir même qu'on a des chutes Nachtigal au pays, des barrages Nachtigal. Et quand j'ai lu des documents, j'ai même cru voir qu'il y a un village Nachtigal là-bas au pays. Bon, comme on dit, ça c'est une autre histoire. Le consul allemand Gustav Nachtigal, au vu de l'hégémonie allemande en Europe de l'époque, signe un traité de protectorat germano-douala avec les souverains douala. Donc on a trouvé deux principalement, le souverain Ndumbelo Bebel, puis le souverain Dikampondo Akwa, à la demande de Otto von Bismarck, qui était alors le chancelier allemand. Je pense qu'on l'a abordé d'ailleurs dans une... Lui là, oui. On l'avait abordé. À partir de là, les Allemands entreprennent de coloniser le pays entier. À noter, la brutalité de leur méthode a suscité de vives résistances des populations locales, tant à l'est, au sud et à l'extrême nord du Cameroun. En 1885 donc, une date, comme tu disais, qu'on avait déjà évoquée dans une précédente vidéo, Otto von Bismarck, en maître de cérémonie, trace les frontières des pays africains. Et nous voici arrivés de plein pied dans les 3 décennies de la colonisation allemande du Cameroun. Ah là 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 là. Eh ben. C'est dans cette période que nous avons pu situer les guerres des Boulous contre les Allemands. Le Cameroun, d'après les recherches effectuées, est colonie allemande de 1884 à 1916. Sous le Cameroun allemand, la capitale du pays a changé 3 fois. La capitale est à Douala de 1884 à 1901. La capitale est à Buea de 1901 à 1915. Et après, la capitale est à Yewondo. C'est bien remarqué, Yewondo. Actuel Yaoundé. Oui. 1915-1916. Aujourd'hui, on dit que Douala est la capitale économique et Yaoundé la capitale géographique. Administrative. Oui. Tu saurais pourquoi on considère ces 2 villes finalement chacune... C'est-à-dire que Douala, c'est un port. Oui, voilà, donc il y a beaucoup les bateaux arrivent là, les marchandises arrivent là, les communications avec le monde extérieur, alors que Yaoundé, c'est une ville enclavée dans les terres. Enfin, Yewondo, parce que son vrai nom, c'est Yewondo. De toutes les façons, quand nous, on était petits, on savait que la ville s'appelle Yewondo. Et en faisant des fouilles, j'ai eu la confirmation que le vrai nom, c'est Yewondo. Et même dans le livre Boulou, on apprend Yaoundé, c'est Yewondo. C'est le nom originel de la ville, effectivement. Donc, en 1894, donc, les Allemands sont déjà en train de coloniser. Bon, comme on dit qu'on parle que de la zone forestière, mais en même temps, ils avaient eu beaucoup de mal avec les Crédits au nord. Mais on n'est pas dans cette histoire-là. En 1894, Jesco Albert Eugène von Puttkamer, von Puttkamer, est nommé gouverneur de la colonie Cameroun. Donc, le nouveau gouverneur s'évertue à faire taire toute contestation et réduire toute résistance. Dictature, colonie, c'est... J'ai une petite anecdote. Là, c'est quand j'étais gamine.
les mamas, tu vois, quand il y avait un enfant turbulent et qu'elle essayait de le calmer, elle disait, je vais appeler Phone Puttkamer. Hey. Moi, dans ma tête, je pensais que Phone Puttkamer était un épouvantail, ça, un peu comme la Bakuya. Un peu le monstre de dessous du lit. Ah oui. C'est ça, c'est... Parce que si tu continues, je vais appeler Phone Puttkamer. Dis mince. Et plus tard, j'ai découvert que lui, c'était plutôt la terreur des adultes. Et on va savoir pourquoi dans la suite. On creusera un petit peu plus ça. Oui. Donc, le Phone Puttkamer, il a constaté l'absence de pouvoir centralisé et la dissémination des autochtones dans la forêt, situation qui, pour lui, retardait l'emprise sur les populations. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il était profondément convaincu de sa mission civilisatrice. Donc, il décide de régenter la vie des peuples de la forêt. Phone Puttkamer. Pour comprendre cet encart, nous remonterons un peu plus le temps, un peu plus loin. Phone Puttkamer, donc, pour arriver à régenter les peuples, il va procéder en 2 étapes. La première étape consiste à obliger les ancêtres à sortir de la forêt pour s'installer le long des routes en construction. Routes construites pour l'acheminement des produits de rente vers les ports. Des milliers d'ouvriers sont de cette façon assignés aux travaux forcés. C'est ainsi qu'on a assisté à la naissance des villages-rues du sud Cameroun. Les villages-rues? Oui, les villages-rues, c'est-à-dire qu'à la base, les ancêtres s'étaient installés dans la forêt, disséminés comme ça dans des campements. Et comme les Phone Puttkamer, ils avaient fait leur plantation, ils avaient besoin d'évacuer les produits vers les ports. Il n'y avait pas de route. Ils ne pouvaient pas malmener la population parce qu'ils étaient dans la forêt, c'était leur milieu, ils ne pouvaient pas les attraper comme ça. Donc, ils ont commencé à creuser les routes. Ils ont commencé à obliger les gens de quitter leur campement dans la forêt pour venir s'installer le long des routes. Comme ça, pour eux, c'est plus facile pour vous attraper. Voilà. Donc, on a l'œil sur vous. On a l'œil sur vous et on sait où vous êtes. Et puis, d'abord, vous êtes vous-même aux travaux forcés pour creuser ces routes-là. Et c'est comme ça que les villages-rues, comme on appelle, parce qu'au sud, les villages sont le long des rues. D'accord. Et c'était pas ça avant. Ah, Phone Puttkamer, tu comprends pourquoi il était la terreur. Parce qu'il faisait tout ça avec beaucoup d'autorité, beaucoup de méchanceté. Et il semble que beaucoup de gens étaient morts quand même, parce que c'est les travaux forcés, sont les travaux forcés. Exactement. Et donc, c'était ça. Et ça, c'était sa première étape. Et là, comme je mettais plus tard, avant cela, les enfants. Donc, on dit les enfants, les mimfants. Ça, c'est un mot que les Blancs avaient du mal à prononcer. Qui signifie? Enfants, ça veut dire les personnes notables, les personnes nobles. Et ils ont commencé à dire fang, parce qu'ils n'arrivaient pas à prononcer enfant. Et ça, c'est une info que moi j'ai trouvée sur le site Encore Fang. Encore Fang, salut. Merci de l'info. Donc, les enfants, ils s'étaient donc sédentarisés dans la forêt équatoriale à la fin des migrations. Ils vivaient dans des campements en petits groupes disséminés dans la forêt, cohabitant en bonne intelligence avec la nature, dans un esprit libéral, égalitaire très poussé et en totale démocratie. Ça, c'était la vie de nos ancêtres. À mon sens, il y a même un dicton qui exprime cette grande liberté de parole. C'est-à-dire que on dit chez nous, mon boula jaman fuk te jaman. Le big mop, si vous connaissez les boulous, vous saurez que à jaman fuk te jaman.
Il faut aussi traduire pour, pour nous jeunes de la diaspora qui... Je vous dis, Le livre Boulou. moi le boulot à Jaman Fuck, de Jaman le Big Mop, ça nous connaît. Pour introduire la seconde étape du plan de von Puttkamer, plan qui concerne la désignation fantaisiste des chefs boulous. On va remonter à nouveau le temps. Le Cameroun, avant l'arrivée des colons allemands, avait 3 types d'organisations politiques, du nord au sud du territoire. Il y avait les sociétés à autorité centralisée, dont là c'était les Lamidas du nord, les royaumes Fulbe. Il y avait les sociétés à chefferie de l'ouest. Et il y avait les sociétés segmentaires ou lignagères de l'Est, du Sud et de l'extrême Nord Cameroun. Ça, c'était chez les Kiridi. Eux, ils n'avaient pas de chef clairement identifié et ils avaient une organisation très démocratique. Autrement dit, dans la zone forestière, les peuples n'avaient ni roi investi, ni chef extra-familial désigné, pas de structure d'autorité centralisée, donc pas de tête de file facilement manipulable. La société se présentait par une organisation en segments et en lignées, dont on disait segmentaire et lignagère. Donc là, on classait en ethnie, tribu, clan, famille. Chacun de ces segments reposait sur une identification à l'ancêtre fondateur qui s'appelait Mvamba. Comment cet ancêtre fondateur fonctionnait? En fait, c'était pas l'ancêtre fondateur, c'est-à-dire que c'était les tribus, tu vois, qui se revendiquaient d'un Mvamba. Maintenant, comment ça fonctionnait? On a dit qu'au sud, c'était des lignagères, c'est-à-dire que c'est par lignée, c'est par Mvo, c'est par Ayon, c'est par Mvon, que eux, ils s'identifient, contrairement aux autres qui ont des rois, des lamidos, des chefs, tu vois. Eux, c'était comme ça. C'est comme ça, voilà. Tout à fait. Donc, je dis vraiment, la démocratie, c'était là-bas. Que ceux qui racontent qu'ils sont venus apporter la démocratie, elle existait déjà. Le pouvoir était détenu par les aînés. Les aînés, c'est les Mintol. Mintol, ça c'est le pluriel, le singulier, c'est un tol. Et ça, c'était fondé sur le droit d'aînesse. Et en cas de menace, comment il fonctionnait? Donc, en cas de menace du clan, par exemple, lors des guerres d'hégémonie, tu vois, ils faisaient des guerres d'hégémonie qu'on appelait Obangoboulou. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient plein de chefs de guerre là-bas. La guerre d'hégémonie, c'était des guerres qu'ils faisaient pour agrandir leur territoire. D'accord. Donc, on appelait ça Obangoboulou. Ça aussi, c'est un mot que j'ai découvert. Mais parce que pour le coup, hégémonie, c'est vraiment vouloir... contrôler tous les territoires et avoir un pouvoir, une mainmise sur tous les territoires. Oui, parce que c'est ce qu'ils voulaient, ils voulaient juste... Mais non, quand je dis hégémonie, c'est-à-dire que, tu vois, comme j'ai dit, ils sont installés dans la forêt. Donc, vous avez, disons, vous avez ce Ngoto, on va dire région. Vous avez cette région, mais peut-être vous vous dites que, bon, comme il y a beaucoup de gibier par là-bas, et que ce Ngoto appartient aux autres, on veut aller chasser du gibier là-bas. Et comme on sait que les autres ne vont pas se laisser faire, tu vois, donc on fait l'Obangoboulou. Donc c'est ça que j'appelle des guerres d'hégémonie. Voilà. C'est-à-dire que c'était pas on va pour massacrer les gens comme ça à tort et à travers. Oui, non, c'est juste vraiment pour... parce qu'on convoite... quelque chose exactement. Et les Mintol, donc, quand c'était le cas qu'il y a une menace sur le clan, les Mintol conféraient des pouvoirs spéciaux à un stratège initié à l'art de la guerre pour mener les troupes. Ces pouvoirs étaient limités à la mission confiée. Une fois la mission réalisée, chaque Ntol reprenait son pouvoir et la vie continuait. Et ça,
Ça, c'est une organisation politique très libérale qui a étonné les premiers missionnaires et qui a étonné les colons parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que des gens fonctionnent comme ça en toute liberté et sans... Ah là 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 là. Bon, nous, on a inventé la démocratie. Ça, je ne sais pas ce qu'ils appellent démocratie aujourd'hui. Ainsi, l'administration allemande, venant d'un pays où règne un Kaiser, c'est le roi. Ok. Kaiser, c'est peut-être comme ça qu'on prononce en allemand. Moi, j'ai pas l'accent allemand. Chez nous, on dit Kaiser. Kaiser. Voilà. Ils n'ont pas fait confiance aux détenteurs de l'autorité de type libéral. Donc, ils ont préféré créer des chefs extra-claniques pour asseoir leur autorité. C'est ainsi que sont apparus les Oberhauteplingen. Ça aussi, c'est un mot allemand. Bon, j'ai pas l'accent, j'ai déjà dit. Les Oberhauteplingen, dont les chefs supérieurs. Ça, c'est les manigances de Puttkamer. Donc, 1. Il oblige les ancêtres à venir s'installer le long des rues en construction. 2. Il se met à désigner les Oberhauteplingen pour asseoir son autorité, qui vont les aider à mater le reste des citoyens. Dans la grande majorité des cas, ils ont choisi des chefs de guerre pour les établir en chefs supérieurs. Qui sont-ils? Les Allemands. D'accord. Après une période de détention à Buea. Buea était alors la capitale. Là, comme on a cité. Oui, les trois capitales. Voilà, à ce moment-là, c'est Buea qui était la capitale. À l'exception des plus intrépides, qui eux ont juste été zigouillés. Bon, zigouillés, on disait, ils les ont. Pour eux, c'était ça le truc. C'est des indigènes, non? Les n'utilisent pas des balles pour gaspiller pour eux. C'est ça, c'est Donc, vraiment terrible. Hein? Ah oui, non, je dis, là, on entre un peu juste dans l'histoire, poser le décor et comprendre les choses. Quelques mintoles aussi ont été établis en Oberhauteplingen, qui ont été installés au Oberhauteplingen. Le pouvoir traditionnel a ainsi été dénaturé dans la zone forestière au prix de beaucoup de sacrifices, car les ancêtres ne se sont pas laissés faire. Oh ouais, valeureux. Les colons allemands ont ainsi fait émerger une nouvelle classe indigène de bourgeoisie agricole, prédisposée à la soumission totale pour satisfaire leurs maîtres. Il faut savoir qu'ils ont été en camp de lavage de cerveau à Buea, avant qu'on vienne les nommer. Du coup, les remettre... voilà. Et s'enrichir personnellement à travers l'exploitation des populations dans les cultures de rente. Donc, en fait, les chefs Ober, machin qu'ils ont installés là, eux, ils sont devenus aussi un peu comme les Allemands pour mater leurs frères, sœurs, cousins, tout ça. Tu vois? Mais après... Cependant, faut pas croire que les choses se sont passées comme lettre à la poste. Entre 1897 et 1912, les Allemands ont dû faire face à des résistances armées féroces, animées par des stratèges initiés à l'art de la guerre. Donc là, nous avons eu nos Tchaka Zulu. Bon, toute proportion gardée. C'était qui nos Chaka Zulu d'ailleurs? Là, j'ai retenu quelques noms. Bon, vous me pardonnerez pour la prononciation parce que chez nous, vous savez, quand on change l'intonation, on est déjà en train de dire autre chose. Voilà. Comme dans beaucoup de langues. Hein, mais... ouais. Donc, on avait un calme tsunga, un calme tsunga, un puissant chef au vent de l'Est Cameroun, dont lui semble que c'était le premier parce que lui, c'était un férocieux qui ne s'est pas laissé faire. Ils ont décidé que non, on doit le finir direct trop dangereux, une fois. Trop influent. Trop. Et ne voulant en aucun cas se laisser faire. Après, on avait un Tunganzu,
chez les Ngumba, Nangae Boko chez les Yezum Yebokolo, Oba Mbenti chez les Yema de Bemanvok, Evinaminko ou Minko ou Minko chez les Essa Kouedazem, Azangankolo chez les Essa Kotane d'Afanovan, Mekulomoba, fils du chef Oba Mbenti. Et là, j'ai trouvé 2 éléments de mots. Un élément de mots chez les Yemba. C'est le nom des Chaka Zulu, nos Chaka Zulu, tu vois. Là, j'ai trouvé des héros de guerre, des grands héros des batailles. C'est qu'ils se sont vraiment battus valeureusement pour défendre leurs us et coutumes, défendre leurs traditions, leur culture. Exactement. Donc là, il y avait le Elemondomo chez les Yemvam, sous clan et combo de Ngulmokong près de Sanmelima. Après, j'ai trouvé Elemondomo chez les Yenjok de Biye Yempar et Bolova. Peut-être qu'il faudra les situer sur 2 périodes différentes ou pas. Les recherches se poursuivent. Il faut savoir que toutes ces listes ne sont pas exhaustives. Et là, le puzzle commence à prendre forme. Donc, en 1919, le traité de Versailles, qui fixait les conditions de la paix de la Première Guerre mondiale, guerre qui a été perdue par les Allemands, entérine le partage de leur colonie Cameroun entre Français et Anglais. Ici s'achève la colonisation allemande. Et là, c'est la fin de notre première partie. Ah, que d'histoire, que d'histoire. Et merci beaucoup en tout cas pour cette première partie, Mvende. Comme on a beaucoup d'informations à donner et qu'on veut pas en fait que la vidéo soit trop lourde, on a décidé en fait du coup de présenter différentes parties pour s'assurer en fait qu'on puisse poser tout le contexte. Et on vous remercie d'ailleurs d'être resté avec nous jusqu'ici. Merci beaucoup, Mvende. Comme d'habitude, vous commentez, vous likez, vous partagez. Et on se retrouve très prochainement pour la prochaine partie. Merci. Prenez soin de vous. Bye. Bye.